Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Bon, c'est unanime là, que ça va changer à moyen et long terme, au moins la donne, le fait que le Venezuela puisse recommencer à vendre du pétrole aux Américains ou à recevoir des investissements d'entreprises pétrolières américaines. Ça change pour l'industrie canadienne parce que le Canada avait un peu cette position privilégiée. D'ailleurs, c'est une carte qu'on disait vouloir jouer. Nous, on va vendre notre pétrole aux États-Unis, ils peuvent pas s'en passer. Alors tout à coup, on perd là, ce statut d'être le seul fournisseur possible, voisin avec pipeline, là, capable de fournir directement les États-Unis pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants de ça. Dan McTeague, président de l'Association des Canadiens pour l'énergie abordable, qui suit le dossier énergétique depuis des années. Bonjour, M. McTeague. Bonjour Mario, une belle journée ensoleillée, voilà. Ouais. Question générale, là, vous, c'est le Venezuela qui redevient un joueur là, au niveau pétrolier dans l'environnement nord-américain, ça vous dit quoi? Ça peut arriver plus rapidement qu'on estime. Il y a des gens, des types qui croient que ça va prendre environ 10 ans. Ça va probablement être l'effet, l'impact à voir l'huile passer à la côte du golfe du Mexique sur la côte des États-Unis. Va probablement prendre moins d'un an. On voit maintenant, hier, le contrat avec le Venezuela et la Chine a été enlevé. Et puis là, on voit aujourd'hui même que le Venezuela a la capacité, si on enlève les contraintes qui ont été faites sur des pétroliers, c'est tout à fait possible qu'on reçoit aux États-Unis peut-être 800 à 900 000 barils par jour. Et ça menace vraiment qu'est-ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. Les pipelines qui ont été changés. À un moment donné, avant Maduro, surtout avant Chavez, les pipelines... l'huile du Venezuela allait à la côte du golfe du Mexique, ensuite par pipeline jusqu'au centre des États-Unis, parce que à cause de la situation en Venezuela, Chavez avait nationalisé 2 ou 3 compagnies, Exxon, Chevron et aussi ConocoPhillips. Canada a eu un avantage et cet avantage va probablement être perdu d'ici 2 ans au maximum. On parle d'ici 10 ans, mais c'est pas 10 ans, ça va être 2 ans. On a même la capacité aujourd'hui pour voir le revenir du produit du Venezuela aux États-Unis à partir de peut-être parce que la Chine ne reçoit plus le pétrole. Donc, on a raison de s'inquiéter. Là. Le Canada, dans votre esprit, a indiscutablement perdu un avantage concurrentiel. Ça a fait dire très, très rapidement à plusieurs experts, à Pierre Poilievre, le chef de l'opposition, et même hier, M. Carney n'a pas tant que ça contredit Poilievre, qu'il pourrait être urgent, le fameux nouveau pipeline vers la Colombie-Britannique pour être capable d'exporter notre pétrole ailleurs qu'aux États-Unis deviendrait plus urgent que jamais. Est-ce que c'est votre opinion aussi? Certainement, et j'ai déclaré cette même position dimanche matin quand j'ai vu l'effet de ça, même avant la position de M. Trump qui était de prendre le contrôle du Venezuela. C'est entendu que la prime pour les États-Unis, c'est pas simplement stabiliser le pays, mais d'avoir davantage le retour du temps dans lequel il recevait 1 million, 2 millions de barils d'huile par jour, et c'est le même type d'huile qu'on exporte du Canada aux États-Unis. On parle ici de 20 à 40 milliards par année en termes d'impact pour le Canada, même si c'est à 44 $ le baril. Pour nous autres, c'est une concurrence, c'est un problème qui existentiel pour nos accès aux États-Unis, et c'est très important d'agir rapidement à dire oui, on a maintenant un pipeline qui va aller au Pacifique pour voir et pour aller chercher d'autres marchés pour envoyer notre produit qui est le plus grand export fait par le Canada. On nous décrit que le pétrole lourd, le type de pétrole qu'on produit au Canada, qu'on produit en Alberta,
il est pas dans le monde, il est assez unique et que le Venezuela serait le compétiteur là, qui produise le même genre de pétrole. C'est vrai, ça? C'est absolument vrai, c'est lourd, bien qu'il y ait des problèmes en termes de processus et en termes de transport. Il faut le diluant. C'est un produit qui est fait davantage pour les États-Unis. On mixe ça avec le produit lourd et ça rend la situation plus facile pour faire le transport des pipelines aux pétroliers, ensuite de faire le trajet aux raffineries aux États-Unis sur la côte du Golfe du Mexique. Pourquoi? 50% des produits utilisés aux États-Unis, produits pétroliers, sont faits dans cette région de Texas et de la Louisiane avec les raffineries. Et c'est un produit qui produit aussi, en termes d'huile, le diesel, le mazout. Sans le diesel, sans le mazout, il n'y a pas de mine, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'avion. C'est très, très important. L'huile utilisée ou qui est produite aux États-Unis, qui est très mince, qui n'est pas aussi lourd, ne peut pas produire le diesel. Donc, sans diesel, on n'a pas d'économie. Le fameux Drill, Baby Drill, là, qui était le slogan, ça fait pas si longtemps, il y a un peu plus d'1 an, dans la campagne électorale aux États-Unis de Trump. Si vous êtes, prenons un géant, l'ExxonMobil, géant du pétrole aux États-Unis, est-ce que c'est plus payant de driller aux États-Unis, là, de forer aux États-Unis, ou c'est plus intéressant de retourner au Venezuela? Parce que cette question-là se posait. Est-ce que, il y a des réserves extraordinaires, semble-t-il, au Venezuela, mais il reste que c'est un pays... Ils se sont fait mettre... Exxon, par exemple, ils se sont fait mettre dehors là, du Venezuela par Chavez, par une nationalisation d'un régime socialiste. Est-ce qu'ils ont tant que ça le goût d'y retourner? On dit que leurs équipements, ça a été laissé à l'abandon. Il faudrait réinvestir des dizaines de milliards pour remettre l'équipement. Comment vous voyez? Est-ce que c'est plus intéressant que, malgré tout, est-ce que c'est plus intéressant d'aller réinvestir au Venezuela si vous êtes le PDG d'Exxon? Oui, parce que pour les compagnies comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme Exxon et comme Chevron et ConocoPhillips, je peux en potentiel recevoir de l'huile pour rien. C'est-à-dire, ce sont des compagnies qui ont maintenant le potentiel de réclamer contre le Venezuela leur machinerie, leurs produits qui ont été, qui ont été pris par le gouvernement de Chavez. Ouais, donc, qui ont été nationalisés, expropriés, mais Trump appelle ça qui ont été volés, lui. Oui, c'est ça. Et c'était la situation. Bien que l'équipement est délabré un peu, on voit maintenant le potentiel que c'est plus... le potentiel est non seulement là, mais ça donne l'impression que l'huile peut être donnée à ces compagnies-là pour presque rien, à part des revenus au gouvernement de la Venezuela, pour faire des réclamations de qu'est-ce qui a été volé il y a une dizaine d'années. Ça donne... aux États-Unis, on peut bâtir un pipeline dans l'espace d'1 an ou 2 ans. Ça prend 10 ans aussi au Canada. Alors, pour les gens qui croient que ça va prendre 10 ans pour la situation de retourner au naturel, aux normes qui existaient il y a une décennie, donc 3,5 millions de barils par jour, ça, je pense que c'est un peu, c'est un peu pessimiste. Ça va prendre moins de 5 ans. Vous voyez ça beaucoup plus rapide. Ces choses. Moi, j'étais en Venezuela, donc je connais un peu la situation. Surtout à Carabobo, j'étais là 2 fois dans la région de Cristobal. Les pays comme l'Inde aussi ont un intérêt là. Donc, oui, l'exploitation, le potentiel est plus grand. Le Canada doit agir maintenant, pas attendre 1 an ou 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de faire une décision, surtout le côté Pacifique. C'est vraiment intéressant de vous entendre ce matin. Très instructif. Dan McTeague, président de l'Association des Canadiens pour l'énergie abordable. Merci. Au revoir. Merci infiniment, Mario. Bye bye.